En République centrafricaine, la MINUSCA a mis en place un programme de pré-désarmement des combattants ex-Séléka et anti-Balaka. Au Bénin, l'UDBN de Claudine Prudencio apporte un démenti formel. Le parti est toujours en ordre de bataille pour le triomphe de Sébastien Germain à Javon. Enfin, en Tunisie, une ONG a jugé mercredi très insuffisant, voire même inquiétant, le rythme de la mise en œuvre de la nouvelle constitution du pays. Merci de rester fidèle à Sika. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. En République centrafricaine, après 2 années de conflit, la mission des Nations Unies MINUSCA a mis en place un programme de pré-désarmement des combattants ex-Séléka et anti-Balaka. Objectif, faciliter un futur programme de désarmement, démobilisation et réintégration en abrégé DDR qui sera l'une des priorités les plus urgentes du gouvernement en passe d'être élu. À Kagabandoro, fief de groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka, l'équipe DDR de la MINUSCA tente de composer avec diverses milices qui ont chacune leur propre vision du désarmement. Reportage. 15 000. Aujourd'hui, c'est jour de paix pour ces travailleurs un peu particuliers. Tous sont d'anciens combattants de groupes armés, Séléka ou anti-Balaka. Chaque jour, ils effectuent des travaux d'intérêt général comme le nettoyage d'écoles ou d'hôpitaux pour un salaire hebdomadaire de 15 000 francs centrafricains, soit 23 €. Il y a trop de poussière, monsieur. Faites ça doucement là. Mes frères qui sont avec leurs armes chez eux et pour aller assassiner avec leurs frères centrafricains, j'aime pas ça. Et c'est pour cela que je suis obligé d'aller de renseigner d'autres chefs hiérarchiques et pour avoir un peu de gens qui sont obligés de venir déposer leurs armes. En contrepartie, ces anciens soldats ont dû livrer une arme à la force des Nations Unies. Les anti-Balaka possèdent surtout des armes artisanales, contrairement aux Séléka, beaucoup mieux armés, mais moins enclins à livrer autre chose que des fusils de chasse. À terme, pour accéder à des postes dans la police, la gendarmerie ou l'armée, tous devront s'être délestés d'une arme de guerre. Pour l'instant, la mesure est surtout symbolique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la phase pré-DDR. C'est la phase préparatoire. C'est une phase de confiance, de gagner la confiance avec le groupe pour qu'après, ils puissent venir. Nous sommes en train de chercher à savoir qui est qui. Avoir une base de données, si nous pouvons parler comme ça, une liste de combattants qui nous permettra de planifier les activités futures. Tous les groupes armés ne participent pas au programme et même parmi ceux qui ont accepté de déposer leurs armes, les attentes ne sont pas toujours en phase avec le programme prévu par les Nations Unies. Le modèle mis en place par l'équipe DDR présentement est un peu pas en adéquation avec notre culture. Il nous est difficile de nous demander d'aller nettoyer les rues. Ce n'est pas par avantardisme, mais culturellement parlant, ça ne correspond pas. Et même les méthodes d'élevage qu'ils veulent mettre en pratique, ce n'est pas aussi faisable chez nous. Dans quelques semaines, un nouveau gouvernement doit être élu pour remplacer l'autorité de transition. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'un processus de désarmement plus complet et approfondi pourrait être mis en place avec les groupes armés de Centrafrique. Au Gabon, la participation des jeunes dans les processus électoraux est très faible. Dans l'optique de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur l'importance de leur implication dans la prochaine consultation électorale, une université de la jeunesse gabonaise a regroupé quelques 300 jeunes à la Chambre de commerce, des mines et d'industrie du Gabon. Compte rendu, Paul Avugundila. Ils se sont enfin réellement parlé dans cette foire d'empoigne. C'était nécessaire, reconnaît Georges Mpaga, l'initiateur de cette palabre de jeunes à quelques mois de la prochaine présidentielle. Plus de 80% de ces jeunes n'auraient pas participé à l'élection du président de la République de 2009 alors qu'ils représenteraient 70% de la population gabonaise. Argue-t-il pour justifier le bien fondé de son idée. Il dit avoir tiré cette statistique de l'étude menée par le projet d'appui à l'implication des jeunes dans les processus électoraux en République gabonaise. La jeunesse reprocherait au gouvernement leur faible niveau de leadership politique
dans les différentes formations. Ils veulent aujourd'hui influencer le débat politique. Les jeunes veulent peser de façon substantielle dans le débat politique lié à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. L'idée est intéressante et doit être pérennisée, avoue le Conseil national de la jeunesse, lui aussi présent. Trop de pseudo-vérités cousues au fil blanc ont pollué cette jeunesse, singulièrement à travers les réseaux sociaux, confesse la représentante de cette institution aux assises. Une révolution des mentalités assortie d'une bonne formation sont pour elle la seule thérapie pour donner à cette frange de la société gabonaise sa vraie place, conclut-elle. Le général des Mapan, entend des quartiers sous-intégrés en langage argotique purement jeune, estime que l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Il faudrait que les jeunes se lèvent comme une seule personne pour pouvoir déterminer leur avenir. Nous sommes les plus nombreux, nous pouvons peser et choisir notre propre président. Il est important que nous, la révolution personnelle commence par là, par l'éducation. Commence par s'auto-former. La rencontre devrait, selon l'organisation, aboutir à la création d'un forum permanent de la jeunesse et un document d'engagement qui sera élaboré et lu par les jeunes eux-mêmes pour faire entendre leur voix. Seulement, subsiste une question. À quoi va finalement servir le Conseil national de la jeunesse si un cadre quasi similaire est créé pour défendre les idéaux des jeunes? Au Cameroun, plus d'1 millier de Béninois résidant principalement dans la ville de Douala se prononcent sur les manquements liés à la distribution des cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle béninoise. Ceux-ci demandent aux candidats en lice de tout faire pour l'obtention des cartes électorales. Suivez ces propos recueillis par notre correspondant au Cameroun, Narcisse Oum. C'est que notre souci ici au Cameroun, on n'a pas la carte pour voter. Moi, je n'ai pas encore la carte de l'EP. Parce que le jour qu'ils ont pris une seule journée pour la carte de l'EP ici à Douala. Et nous sommes très nombreux. Nous ne sommes pas au courant de ça. Moi, on m'a annoncé ça après. Non, monsieur. Je n'ai pas le carte de l'électeur parce que chez nous, on n'a pas ça. Puis comme mon frère a parlé dimanche et samedi passé dans notre réunion, on a essayé de parler ça. Nous sommes prêts à voter. Mais on a déjà inscrit ça à peu près 2 mois maintenant. On n'a même pas la carte de l'électeur. Mais nous comptons à voter pour notre nouveau président. Président Adjavon, on n'a pas la carte de l'électeur ici au Cameroun. Je veux que vous faites toutes les possibilités, les démarches qu'on aura notre carte de l'électeur ici au Cameroun pour voter pour vous. Au Bénin, sortie médiatique des membres du parti Union pour le développement du Bénin Nouveau. Ce mercredi, l'objectif était de démentir certaines allégations relatives à la fidélité de Claudine Afiavi-Prudencio et son soutien à Sébastien Germain Adjavon. Reportage. Claudine Prudencio, ardente supporter du candidat à la présidentielle de 2016, Sébastien Germain Adjavon, serait-elle en train de vouloir rebrousser chemin? Des rumeurs circulent avec persistance sur les réseaux sociaux et dans le rang des populations. Face à ces informations, l'UDBN, entendez, l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, a tenu à clarifier. Inutile également de préciser que les rumeurs qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux faisant état de la défection de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio quant à son choix de soutenir le candidat Sébastien Germain Adjavon pour se rabattre sur un autre candidat ne sont que pure affabulation. Par la présente sortie médiatique, la présidente de l'UDBN et l'ensemble du bureau politique qui demeure plus que jamais soudés viennent confirmer que ces montages délirants sont faux et archi-faux. La situation ainsi élucidée, les membres de l'UDBN ont réaffirmé la position de l'honorable Claudine Prudencio. L'Union pour le développement du Bénin Nouveau fait partie des cibles privilégiées de ces marchands d'intoxication. La présidente Claudine Afiavi-Prudencio, l'Amazone des temps modernes, forte du soutien des membres du bureau politique de toutes les instances du parti, tient bien sa troupe qu'elle va mener à la victoire sous l'étendard du président Sébastien Germain Adjavon, notre candidat. Les membres de l'UDBN ont déclaré toute leur motivation à conduire à la magistrature suprême Sébastien Germain Adjavon.
Élection présidentielle toujours au Bénin, les travailleurs du secteur de la justice apportent leur soutien au candidat Sébastien Ajavon. Réunis au sein du mouvement dénommé le Cercle des Amis de Sébastien Ajavon, secteur justice, ils ont affiché leur engagement à mouiller les maillots afin de porter l'opérateur économique au pouvoir au soir du 28 février prochain. Le fétiche a décidé de sortir. Les travailleurs de la justice, considérés comme les derniers rampants de l'administration publique, ont décidé de montrer la voie à nos amis, nos parents et à tout le peuple béninois. La récréation est terminée. Un nouveau vent vient de souffler. Les travailleurs du ministère en charge de la justice ont lié une amitié avec un homme. Cet homme, vous le connaissez très bien. C'est un homme de développement, créateur de richesses et d'emplois. Un homme d'ouverture et enfin un homme prédestiné aux fonctions du président de la République du Bénin dès le 8 avril 2016. Nous sommes amis avec cet homme et il s'agit de Sébastien Germain Ajavon. Nous exhortons toute la population à sortir massivement, retirer leur carte d'électeur. Du haut de cette tribune, nous lançons un appel pressant aux érudits de la fraude que le peuple béninois veille sur la transparence de cette élection. Je l'annonçais en titre, en Tunisie, une organisation non gouvernementale a jugé mercredi très insuffisant, voire même inquiétant, le rythme de la mise en œuvre de la nouvelle constitution tunisienne. Une constitution dont l'adoption il y a 2 ans avait contribué au succès de la transition politique. Reportage. La constitution tunisienne a été adoptée après plus de 2 ans de débats houleux et marquée par de nombreuses crises politiques. Une fois adoptée, elle avait permis de remettre sur les rails la transition démocratique entamée après la révolution de 2011 et le départ du président Ben Ali. Elle a également apporté de nouvelles libertés et une nouvelle conception de l'état de droit. Des prouesses qui lui ont valu un accueil euphorique au moment de son adoption. Mais 2 années plus tard, l'évaluation de sa mise en œuvre n'est pas reluisante, d'aucuns la jugeant trop lente. Cette constitution-là, qui a été votée avec une majorité écrasante, a apporté des réponses, a apporté des nouvelles libertés, une nouvelle conception de l'état de droit, justement. Elle a apporté des notions comme la décentralisation, comme la lutte anti-corruption, comme des institutions constitutionnelles. Donc, en fait, elle a apporté des éléments de réponse à quelle Tunisie on veut avoir aujourd'hui. Donc en fait, il était évident pour nous d'évaluer au bout de 2 ans où est-ce qu'on en est de ces réformes-là. Malheureusement, cette évaluation, elle est particulièrement négative aujourd'hui. Principalement, le rythme des réformes entreprises aujourd'hui est tellement insuffisant on peut dire que c'est inquiétant en fait. Aujourd'hui, on se retrouve face à un État, face à une assemblée des représentants du peuple, à un gouvernement et à une présidence de la République qui ne hisse pas justement cette application de la Constitution au rang des priorités. Le rapport établi par l'ONG El Baousala évalue 14 points de la Constitution portant notamment sur les parties libertés fondamentales, égalité devant la loi, pouvoir local et décentralisation ou encore bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Le rapport sera présenté au président de l'Assemblée des représentants du peuple, aux députés ainsi qu'aux différents groupes parlementaires. Ceci dans le but de les amener à utiliser leur droit d'initiative législative pour proposer des lois. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur SICA.